Bonjour, donc je m'appelle Laurence Vandal, je suis en charge de la RSE pour le groupe Nexens. Nexens n'a pas franchi le pas de la GRI. Donc voilà. Par contre, je co-anime un groupe de travail sur le reporting au sein du Collège des directeurs de développement durable, le C3D. Et lors de nos réunions, on parle beaucoup de la GRI et on se pose la question de savoir si c'est opportun, les conditions, est-ce que c'est un prérequis pour tendre vers le rapport intégré, quelles sont les conditions, les facteurs clés de succès. Donc je suis ravie de pouvoir recevoir aujourd'hui 4 personnes qui vont pouvoir témoigner de la mise en place de ce référentiel au sein de leurs organisations et pouvoir tirer bien évidemment des enseignements de ces expériences qui sont toujours très riches. Alors je vous présente d'abord Sébastien Mandron qui est là-bas. Sébastien Mandron qui est en charge de la RSE pour le groupe Worldline. À côté de lui, Yves Dieulessin qui travaille pour le groupe Gessina, qui est également en charge de la RSE. Au milieu, nous avons Jean-Sébastien Guilloux. Non, c'est là, excuse-moi. Jean-Sébastien Guilloux qui travaille pour le groupe Lagardère et Guillaume Chivrac pour le groupe Bell. Voilà, donc ils vont pouvoir témoigner de leurs expériences en la matière. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi d'aller vers la GRI G4. Est-ce que Jean-Sébastien peut commencer à témoigner ? Alors, nous, c'est relativement simple. Depuis la publication du premier rapport développement durable du groupe Lagardère en 2009, on suivait déjà les lignes directrices de la GRI. Donc, en l'occurrence, à cette époque, c'était G3.1, si je me trompe pas. Et donc, quand les lignes directrices de la G4 sont sorties, on s'est simplement dit qu'on allait essayer de se conformer aux lignes directrices. Donc ça, c'est la première vraie raison, très pratico-pratique. La deuxième raison, c'est que les lignes directrices G4 ont été publiées à une époque où on était dans un peu une refonte de notre feuille de route RSE. Donc on s'est dit aussi que ce serait pas mal de faire concorder ça avec le G4. Et puis la dernière raison, là encore assez pratique, c'est de se dire on va pas attendre le dernier moment et l'imposition des lignes directrices, enfin l'imposition entre guillemets, on va essayer déjà de se faire un peu la main, d'essayer de trouver des repères et de se familiariser avec les lignes directrices G4. Voilà. Guillaume, pour le groupe Bell. Alors, c'est à peu près les mêmes raisons que mon voisin. La GRI4 a été vraiment l'élément déclencheur pour Bell, puisqu'à un moment, on avait déjà une politique RSE qui était assez mature. Et donc, la publication de la GRI4 avec le concept de matérialité a été une bonne occasion, à la fois pour revoir notre démarche RSE et nous concentrer sur vraiment les enjeux matériels pour le groupe Bell, de revoir notre communication et de se concentrer sur vraiment ce qui est pertinent pour nos parties prenantes. Et aussi, c'était pour ne pas prendre le train un peu trop tard et donc faire partie des bons élèves et faire partie des pionniers. Donc, Donc nous, je sais pas s'il marche, si. Bon. En fait, la question s'est posée pour nous de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que nous, on est filiale du groupe Atos, on a été introduit en bourse en fait en 2014, en juillet 2014, et donc la question s'est posée dès juillet 2014. Donc on avait un petit peu d'historique côté RSE puisqu'on était partie du groupe Atos. Et en fait, fondamentalement, on ne s'est pas trop posé de questions. On est parti, je dirais, avec la barre la plus haute, c'est-à-dire 1 partant sur G4, 2 partant sur Comprehensive, avec en fait un objectif assez simple qui était de dire évitons de nous disperser. G4 va nous donner en fait un guide. Il va nous concentrer sur les sujets importants. On va faire notre étude de matérialité. Et ça va d'une part permettre vraiment d'éviter toute dispersion et d'autre part en fait de descendre au plus profond en fait de l'entreprise avec le niveau de détail. C'est-à-dire qu'on coupe court, je dirais, à toute question sur pourquoi faut le faire, pourquoi faut pas le faire, mais qu'est-ce que c'est, etc. Donc en fait, on est descendu profondément en fait dans le sujet avec, je dirais, avec des collaborateurs qui composaient des questions au début, mais fondamentalement, vu que c'était un standard international, en fait, ils se sont vite en fait calés dessus.
Et derrière, je dirais, on a déroulé toute la méthode en fait jusqu'au bout, et on a réussi en fait à faire ça en fait en 6-7 mois. Voilà. C'est la même question, je suppose. Peut-être un mot, je ne sais pas si vous, c'est pas que je veuille faire une page de pub, mais peut-être un mot. Les trois groupes précédents sont probablement beaucoup plus connus que Gecina. Gecina, c'est une société foncière qui intervient dans le monde de l'immobilier, qui a vocation à avoir des clients locataires, principalement dans le domaine du bureau. On a 70% de bureaux, un patrimoine total d'à peu près 11 milliards d'euros, 600 millions de chiffre d'affaires. Les bureaux, vous ne les connaissez probablement pas, mais vous connaissez les marques qui sont à l'intérieur. On a le siège d'Engie à la Défense, de Peugeot, avenue de la Grande Armée, l'immeuble LVMH sur les Champs-Élysées, Disney, Chaumet, place Vendôme, Fauchon, place de la Madeleine, et puis des immeubles beaucoup plus récents, dans une typologie qu'on trouve par exemple dans les anciens terrains des usines Renault, ou l'immeuble construit par Jean Nouvel, la Tour Horizon, qui accueille ceux d'Exo et Roche, le siège d'Ipsen, un immeuble pour Carrefour. On a aussi de l'immobilier traditionnel. Il ne nous reste plus que 5 000 logements aujourd'hui. Il faut vraiment être mordu pour continuer à faire du logement à titre d'investisseur institutionnel aujourd'hui en France. On a des résidences étudiants sous la marque Campusea et 1 milliard d'immobilier de santé. Ceci simplement pour dire que dans le contexte où juste prendre un peu pour resituer les enjeux avant de rentrer directement dans la problématique de la G4, cette espèce invasive que constitue l'humanité, qui à coup de démographie galopante et de mode de vie a réussi à déréguler les deux systèmes qui maintiennent la vie, le système climatique, l'atmosphère et la biodiversité. Évidemment que le secteur d'activité dans lequel on est, ce n'est pas le seul, l'agriculture, le transport, l'industrie ont leur part, mais la construction, c'est 40% de la consommation d'énergie, même 60% si on intègre l'énergie grise, l'énergie qui est embarquée par les constituants des immeubles ou la mobilité. C'est aussi 40% des émissions, même si c'est un peu moins en France. C'est 40% des déchets, c'est de l'eau. Donc, on a une vraie conviction que nous devons changer notre modèle d'activité. Ceci d'autant plus que l'immobilier sont des produits qui sont uniques, qui sont très longs à construire, de 5 à 10 ans. Beaugrenelle, j'aurais pu le citer, même si on l'a vendu l'année dernière, a pris pratiquement 10 ans entre le moment où on a décidé de rénover ce centre et de le livrer. Et c'est aussi des produits à longue durée de vie. Et donc, la mutation qui est en cours dans notre secteur d'activité a impliqué pour nous que l'on revienne en profondeur sur ce qui est notre modèle d'activité. Et pour ça, on a 3 convictions. La première, c'est que prix du carbone ou autre formalisme, les entreprises vont devoir inévitablement prendre en compte leurs externalités. On ne peut pas laisser des factures impayées. Notre dette écologique et environnementale est beaucoup trop forte aujourd'hui, plus que les dettes même des gouvernements. Deuxième conviction, la responsabilité, notre responsabilité, mais déjà l'acteur tout à l'heure a cité énormément de choses. Notre responsabilité ne peut pas s'arrêter aux frontières juridiques de l'entreprise. Et troisième chose, si on veut mesurer nos impacts, nos dépendances, évidemment qu'on le fera avec plus d'efficacité, même si c'est un petit peu plus difficile avec nos parties prenantes. Et là, on a en fait les mots-clés qui sont constitutifs de... GRI date de plus de 15 ans. C'est un système, Dolores l'a rappelé tout à l'heure, qui est à la fois pionnier et qui est le plus abouti, le mieux structuré. Et dans les mots-clés qui sont les fondements de la GRI 4, on retrouve évidemment ces questions de reporting, de matérialité, de parties prenantes. On parlera tout à l'heure de reporting intégré, mais il faut penser intégré avant de faire un reporting intégré. Voilà. Je serai beaucoup moins long dans les autres réponses, mais je voulais à la fois situer les choses. Et en termes de référentiel, on a dans le bâtiment, pour faire cette mutation, été habitué à un nouveau processus, le processus de certification. Et ce n'est pas uniquement pour être les meilleurs élèves, mais parce que les référentiels évoluent, eh bien, il faut se forcer à travailler sur les dernières versions des référentiels, parce que ce sont ceux qui constituent à la fois un fil rouge, mais qui représentent des approches qui sont différenciées, qui nous permettent de plus facilement nous remettre en cause. Merci à vous 4 pour ce premier témoignage. Quand on vous entend, on voit bien que cette démarche, c'était aller vers plus de structuration, on l'entend. Vous avez parlé de prise en compte des externalités, de mesure des impacts. Vous avez aussi parlé, et je pense que c'est très important, de définir les enjeux prioritaires.
que cette démarche vers la GRI vous a aidé à définir vos enjeux prioritaires. Et pour ce faire, un des passages, j'allais dire obligés, c'est l'analyse de matérialité. Et ça serait intéressant d'avoir également vos retours d'expérience sur comment vous avez conduit cette analyse, cette étude de matérialité dans vos groupes respectifs. Le micro est parti. Alors, nous, c'est un petit peu particulier chez Lagardère parce qu'on n'a pas vraiment conduit d'analyse de matérialité au sens GRI, G4 du terme. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons, c'est vraiment le contexte Lagardère. Alors certes, le groupe Lagardère est connu en tant que tel, mais souvent, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière le groupe Lagardère. Il faut savoir qu'on n'est pas monométier, donc on est présenté comme un groupe de médias, mais c'est un groupe de médias très diversifié. On a 4 branches d'activité. Donc là encore, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour remettre le contexte. C'est une grande diversité de métiers, c'est une multiplicité de marques, c'est vraiment une constellation de marques, avec des métiers qui ne sont pas comparables les uns aux autres. Donc, ça implique une multiplicité de parties prenantes qui ne sont pas forcément les mêmes selon le métier qu'on considère au sein du groupe Lagardère. Si on avait voulu faire les choses bien comme il faut en termes d'analyse de matérialité, il aurait presque fallu qu'on fasse une analyse par branche d'activité ou par grande marque du groupe Lagardère et qu'ensuite on essaye de mettre tout ça en commun. Une démarche un petit peu fastidieuse. Ça ne veut pas dire qu'on la rejette, c'était juste qu'en termes de timing, ça nous semblait un petit peu loin, un petit peu procédurier. Donc en fait, on a mené 2 chantiers en commun. En parallèle de la remise à plat de la remise au jour de notre feuille de route, qui s'est faite en fonction de plusieurs choses, le développement de nouvelles activités chez nous, l'implantation dans de nouveaux territoires, la prise en compte par exemple du secteur média de la GRI, le guide sectoriel qui a été publié par le forum RSE Média et dont on est co-auteur avec TF1, et puis d'autres groupes en l'occurrence, les questionnaires des analystes aussi qui nous ont beaucoup aidés et orientés. Donc on a remis au jour notre feuille de route. Et en parallèle de ça, en fait, on a mis en place un panel de parties prenantes, donc qui est aussi on va dire un sujet commun dans l'univers de la RSE. Donc on a travaillé sur ces 2 chantiers au cours de l'année 2014. Donc le panel de parties prenantes, en fait, on a monté un premier groupe de travail en interne avec différentes directions, on va dire transverses au groupe, et également des représentants des métiers dans chacune des branches. Donc on s'est réunis plusieurs fois, on a affiné, on a essayé d'identifier des personnes qui étaient représentatives des métiers et des enjeux RSE du groupe Lagardère, et au final on a monté un panel composé de 13 personnes qu'on a réuni pour la première fois en juin 2015, donc tout récemment. Et en fait, au cours de cette première réunion, on leur a soumis notre nouvelle feuille de route. On leur a permis de s'exprimer dessus, de noter en fait. Donc on leur a dit noter, donc un peu comme ce qu'a montré Catherine tout à l'heure, de 1 à 3. Et à partir de cette notation, en fait, on a établi une hiérarchie qui nous a permis un peu d'ajuster notre feuille de route. Donc c'est un peu comme ça qu'on a conduit notre analyse de matérialité entre guillemets. C'est pour ça que je dis on n'a pas suivi le formalisme et la procédure de la GRI G4. On l'a vraiment réadapté à notre contexte et en essayant d'être, on va dire, le plus pragmatique et le plus réactif possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais d'analyse telle que la GRI l'entend, mais voilà, on a essayé de faire concorder les deux tout en essayant d'être le plus réactif et le plus pragmatique possible. D'accord, très bien, merci. Guillaume ? Alors, donc, contrairement à Lagardère, le groupe Bell, pour ceux qui ne sauraient pas, donc nous sommes un groupe fromager, donc on produit un seul type de produit, du fromage, et derrière le groupe Bell se cache la vache qui rit, Boursin, Babybel et l'Erdammer comme marque cœur. Et donc nous, on a suivi vraiment le formalisme, puisque la première analyse de matérialité a été conduite l'année dernière, en 2014, accompagnée par le cabinet BSR. C'est pas de la pub, mais... Et donc ça s'est passé en 3 étapes. On a d'abord listé une liste de 52 enjeux qui étaient potentiellement liés à notre activité. Donc c'est très large, ça va du bien-être animal au bien-être des salariés, à l'empreinte carbone. Et la deuxième étape, et la plus importante, c'était d'interroger nos parties prenantes, donc à la fois internes et externes. Et on aime bien dire le chiffre de parties prenantes qu'on a interrogées, puisqu'on en a interrogé 170.
donc 85 parties prenantes internes qui étaient principalement le top management, et on leur posait la question donc, de savoir si la thématique en question était importante à leurs yeux en relation avec le business. Et on a fait la même chose avec les parties prenantes externes, donc les ONG, les producteurs de lait, enfin, les médias, tout le panel de parties prenantes. Et cette fois, on leur demandait si la thématique était intéressante et importante à leurs yeux au vu de la réputation. Et donc, une fois qu'on a conduit toutes ces interviews, alors, comment ça a pris, quelle forme ça a pris? Ça a pris la forme de questionnaire online pour la majorité, mais on a conduit un certain nombre d'interviews face à face pour aller plus loin avec certaines parties prenantes. Et donc, une fois qu'on avait tous les résultats des 170 questionnaires et interviews, on a pu faire l'analyse de matérialité qui a ressorti nos 8 enjeux prioritaires, qui sont désormais la structuration de notre rapport et de notre communication. Donc, au niveau de la matérialité, nous, on a suivi, je dirais, la même approche, je dirais, de dialogue avec les parties prenantes. Hein. On tourne toujours autour des mêmes personnes, les clients, les fournisseurs, les internes, etc. etc. Je pense que nous, là, ce qu'on a essayé de faire, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, nous, on a 1 an dans l'exercice, hein, on a 1 an dans la formalisation du G4, on a 1 an dans la matérialité. Quand en fait cette matérialité elle est sortie, la question qu'on s'est posée, c'est, vu qu'on n'avait pas de point de repère, hein, on n'avait pas d'historique, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on est par rapport au marché? Donc ce qu'on a demandé, c'est, dites-nous nos concurrents, en fait, s'ils ont la même chose ou pas, est-ce qu'il nous manque des choses, est-ce qu'il faudrait qu'on se repositionne? Donc ça permet déjà d'utiliser en fait le miroir pour savoir exactement si on est dans les clous ou s'il nous manque des sujets. Ça, c'est première chose importante. Et la deuxième chose dans la construction, c'est la discussion avec le management. Et là aussi, je dirais en année 1, le management rentre dans le sujet et il est, je dirais, comme beaucoup de gens qui sont pas dans le domaine, il est, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les petites fleurs, les hommes, la planète, etc. Et en fait, au travers de ce travail, en fait, le management rentre en fait complètement en fait dans le sujet, se l'approprie et repositionne en fait lui-même ou corrige en fait un certain nombre de pondérations. Je dirais c'est pour nous, je dirais, toute la valeur ajoutée en fait de l'exercice. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis en roadshow maintenant en fait avec les équipes et je vais voir en fait chaque manager au niveau N-1 et je leur présente ça. Et les retours que j'ai, c'est que les gens en fait se retrouvent en fait dans ce formalisme parce qu'ils retrouvent, je dirais, les grands axes de l'entreprise et la manière en fait dont ça se déploie en termes de RSE. Donc, Gecina a une plus petite, même si les chiffres que je citais tout à l'heure sont importants, une plus petite société, en tout cas en termes de problématiques de réflexion sur les enjeux, puisque on a quelques centaines de collaborateurs. Donc le processus d'identification des enjeux, il est clé, et c'est évidemment par là que tout a commencé en 2004-2005, quand on a d'abord tenté, ce n'était pas encore une matrice de matérialité, mais de mettre en place les enjeux qui étaient des enjeux structurants pour la politique que l'on allait mettre en place, les engagements qu'on allait mettre en place, les indicateurs clés, le plan d'action et les objectifs. Donc le processus interne, il est double. Il concerne les collaborateurs qui, en tant que groupe de travail, ont réfléchi à cette formalisation des enjeux. Il a aussi concerné le comité exécutif de l'entreprise en passant par un atelier partie prenante. Quand en 2008, on est vraiment passé à la matrice de matérialité. En fait, un atelier partie prenante a dans la fin de son travail, démarrer un séminaire que le comité exécutif allait faire d'abord pour lui seul, mais aussi avec le conseil d'administration, de manière à ce que les 2 axes qui constituent la matrice de matérialité aujourd'hui les points soient pas pris en abscisse en leur donner complètement au hasard, mais qu'il y ait justement une interaction entre les attentes des uns et les attentes des autres. On a actualisé en 2012 cette matrice, on a commencé à hiérarchiser les choses, et la novation de cette année, c'est qu'on est allé voir avec beaucoup d'humilité ce que faisaient nos pairs, en tout cas les meilleurs pairs tels qu'ils sont identifiés. On parlait tout à l'heure de DJSI. Alors bon, je pense que vous avez tous en tête que le leader en automobile de DJSI, c'est Volkswagen. Donc parfois, la manière de voir les choses ou la façon dont on remplit les questionnaires peut être un tout petit peu biaisée. Mais on est allé voir ce que faisaient les sociétés d'origine anglo-saxonne, 3 sociétés australiennes, 4 sociétés anglaises, une société belge.
Et on a regardé comment il plaçait les enjeux, quels étaient les enjeux, est-ce qu'il nous en manquait, est-ce que pour certains on était au même niveau, est-ce que ça paraissait insuffisant. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait. Cette année, on a fait plusieurs rapports spécifiques. Il y en a un qui est consacré aux parties prenantes et qui rappelle ce processus. On aura aussi dans l'actualisation de notre site internet début novembre une matrice de matérialité interactive qui montrera la manière dont les choses ont évolué. On a pu décider aussi bien de réélever un enjeu, c'est le cas de gestion des talents que manifestement on n'avait pas mis au bon niveau. On a laissé énergie et changement climatique au même niveau. On était à la fois comme notre père. En revanche, on a choisi de se différencier sur deux aspects qu'on a placés au plus haut niveau de notre matrice de matérialité. C'est la biodiversité, parce que la biodiversité est d'abord beaucoup plus en danger. C'est la frontière planétaire qui a à l'heure actuelle à la fois le moins de résilience et qui est le plus attaquée, bien au-delà même du changement climatique. Et de toute façon, la biodiversité participe de la régulation climatique. Et le deuxième enjeu qu'on a aussi placé et réévalué tout en haut, c'est la chaîne d'achat responsable, parce qu'en fait, c'est un enjeu qui est complètement transversal et qui intègre tous les autres. Je disais que si on ne s'arrête pas à la frontière de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut prendre en compte, et c'est très très loin d'être facile, la totalité de nos enjeux dans notre chaîne de création de valeur. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du travail qu'on a commencé l'année dernière. On a de notre deuxième rapport intégré, c'est toujours un pilote. Je pense que dans 4 ou 5 ans, quand on regardera ce qu'on a fait, on le fera en souriant. Mais en tout cas, c'est dans cette voie-là qu'on se dirige. Merci. On voit à quel point cette analyse de matérialité est structurante pour définir nos enjeux prioritaires, bien évidemment, et pour notre feuille de route. La plupart de nos groupes la font, enfin, je l'espère, parce que c'est un peu le b.a.-ba de notre métier de responsable RSE. C'est quelque chose, on a vu, c'est quelquefois compliqué quand on est multimétier, multibranche d'activité, c'est pas si simple. Qu'on le fasse en interne ou qu'on se fasse accompagner par un externe pour nous aider dans cette démarche. L'essentiel, c'est de le faire, on le voit, mais le pas à franchir pour aller vers un outil qui nous sert pour faire le reporting, pour aller vers la G4, il y a encore une marche à franchir. La question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en allant vers la G4 et comment vous avez contourné ces difficultés les uns et les autres. Il y a juste un point que j'ai oublié, oui. Auquel je pense. On ne connaissait pas Dolores à l'époque encore, mais de notre point de vue, c'est un peu péremptoire, mais il faut un tiers extérieur. En particulier pour les parties prenantes, si on souhaite que ce ne soit pas de la com, si on ne veut pas courir le risque d'instrumentaliser les parties prenantes, c'est bien d'avoir une interface, d'avoir un consultant. Effectivement, ça peut donner d'abord, plus c'est de les crédit à la consultants qui démarche. nous ont rendus intelligents en la matière. D'accord. Alors, les difficultés rencontrées et comment vous avez contourné ces difficultés? C'est encore Jean-Sébastien qui commence. Alors nous, ça va rejoindre ce que j'ai dit dans mon point précédent. Nous, la vraie grosse difficulté, c'était vraiment l'analyse de matérialité qui nous posait vraiment un souci, encore une fois, en termes d'agencement entre nos 4 grandes branches d'activité. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant, mais comment on a contourné cette difficulté, c'est en essayant de trouver un intermédiaire avec notre panel de parties prenantes qui au final, quand on a réuni notre panel donc au mois de juin, donc ça a été une séance de travail de 3 heures qui était uniquement consacrée justement à notre nouvelle feuille de route. Donc on a déployé on appelle ça des domaines d'action. On a 4 grands enjeux, mais on a des domaines d'action. Enfin, à l'époque, on en a même 5. C'est pour dire, maintenant, on en a 4. Il y en a un qu'on a revu. À l'intérieur de ces 5 grands enjeux, il y avait toute une liste de domaines d'action, encore une fois, comme Catherine a pu le présenter. On leur a présenté tous ces domaines d'action. On leur a dit, notez-les. Donnez-nous une note. Ensuite, on a réuni toutes les notes et ensuite on a reclassé tous les domaines d'action en fonction de ces notes et ensuite on leur a permis de s'exprimer sur les résultats. Donc il y a vraiment eu des échanges assez riches. Alors certes, c'était un panel de 13 personnes entre guillemets, donc c'est sûr que c'est pas 170 ou 200 ou 500 parties prenantes, mais ces personnes qu'on a réunies sont vraiment représentatives. On a vraiment fait un travail en amont qui était, là encore, on avait fait plusieurs réunions en amont pour préparer ce panel, pour réunir ces personnes-là qui sont
Alors ce panel est évolutif, hein, on ne dit pas que c'est le meilleur panel du monde, peut-être qu'il y a d'autres personnes à intégrer dans les années à venir, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'en aller. C'est aussi lié à l'évolution de nos métiers et de nos activités. Mais ces personnes, pour l'instant en tout cas, sont vraiment représentatives et ont toutes eu leur mot à dire sur les domaines d'action qu'on leur a présentés, ont toutes réagi sur quand on a vu le classement, sur certains étaient oui, moi je trouve que c'est très bien que cette thématique se retrouve tout en haut, d'autres n'étaient pas d'accord, donc il y a vraiment eu des échanges, ça a été très 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 riche, et nous on a essayé d'en tirer des enseignements, donc c'est comme ça qu'on a essayé de pallier un peu à cette difficulté de l'analyse de matérialité très formelle, très procédurière, très documentée, encore une fois que je ne remets pas en cause, mais qui doit se faire. Il faut absolument respecter le contexte de l'entreprise. C'est primordial et toutes les entreprises ne sont pas comparables. Je pense que là, on a une bonne diversité d'activités et d'organisations. Il y a une culture d'entreprise à respecter. Il y a, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire, tout en essayant de respecter un peu cette matérialité, parce que c'est effectivement indispensable de communiquer sur les impacts et les enjeux qui sont pertinents pour nos métiers, nos activités, et pas de vouloir tout prendre en compte, parce que c'est effectivement pas ça l'objectif. Mais par contre, pour la GRI, pour le passage à la GRI, long, fastidieux, facile, comment vous l'avez vécu ? Un peu fastidieux, oui, forcément, parce qu'il y a des nouveaux éléments, mais c'est pas non plus, il y a pas non plus, c'était pas un bouleversement complet entre la G3.1 et la G4. Et encore une fois, nous, ça faisait quand même, comme je disais tout à l'heure, depuis 2009 qu'on suivait la GRI. Donc quelque part, on est quand même familiarisé un peu avec le langage, avec l'architecture, la structure. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on connaît très bien nos métiers. On dialogue énormément avec les gens des métiers dans les branches. Donc la matérialité de nos enjeux, entre guillemets, on la connaissait aussi depuis plusieurs années, parce qu'on voit comment les métiers évoluent, on dialogue avec les interlocuteurs dans les branches qui nous disent mais non, ça c'est pas forcément pertinent pour nous, tel enjeu-là qui est pertinent pour cette branche-là, elle va pas l'être pour une autre, nous c'est plutôt ça qu'il faudrait mettre en avant, et donc nous ensuite on essaye vraiment de mettre tout ça en commun, mais disons que le passage de la G3 ou G3.1 à la G4 n'a pas non plus été c'était assez fluide. trop complexe. Oui, bah, faut juste se familiariser avec le langage, reprendre l'architecture, il y a des petits changements. C'est juste un travail en amont à faire. Voilà, c'est prendre le temps de bien préparer les choses et de ne pas vouloir forcément tout de suite transposer les choses sans prendre le temps de décrypter. D'accord, se les approprier. Très bien, merci. Guillaume ? Alors, pour le groupe Bell, la mise en œuvre de l'analyse de matérialité n'a pas posé de problème majeur, puisqu'on a eu une bonne surprise, c'était plutôt bon signe. C'est que les enjeux prioritaires qu'on a identifiés après l'analyse de matérialité, c'était plus ou moins ceux qu'on traitait déjà avant. On a revu notre démarche pour la structurer autour de ces priorités, mais globalement, on communique sur les mêmes informations qu'auparavant. Par contre, au niveau de la structuration du rapport et en fait, l'année dernière, on a décidé de partir un peu la fleur au fusil et de faire notre rapport en conformité avec les critères essentiels de la GRI G4, puisqu'on se disait qu'on n'était pas forcément très loin et que finalement, c'est quelques informations à remettre. Mais finalement, on a trouvé le processus assez, pardon Juliette, mais assez fastidieux et très scolaire, puisque ça nous cantonne à devoir communiquer sur certaines informations dont on n'a pas identifié, nous, on ne voit pas forcément l'intérêt. Alors, Bell, on est coté, on est une société cotée, mais on n'est pas du tout sous la pression des investisseurs, puisque c'est un actionnariat familial et donc on n'a pas de flottant. Donc, peut-être que pour les entreprises qui sont cotées et qui ont une pression des investisseurs, faire un rapport en conformité avec les critères essentiels ou exhaustifs, ça a un intérêt. Mais pour nous, on se questionne vraiment pour l'année prochaine, puisqu'on n'a pas vu de retour sur investissement, c'est quand même relativement chronophage, spécialement de se faire vérifier par la GRI. Ça nous a retardé la publication de 2 semaines, puisqu'il y a des allers-retours, il faut corriger tout l'index, et là c'est vraiment très normé, très structuré, et donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc au niveau de la matérialité, aucun problème, et par contre dans la mise en œuvre dans le rapport, là on se pose quelques questions. Donc l'année prochaine on reviendra sûrement juste en disant qu'on suit les lignes directrices de la GRI, et ça sera déjà bien. Merci. En termes de difficultés, donc nous c'était notre année 1, donc
Les difficultés, je dirais, en année 2, finalement. Je pense que pour les gens qui se posent la question, pour nous, c'est plutôt une question de challenge, en fait. Je pense que c'est vraiment ça le sujet. Quand nous, on s'est lancé dans l'opération, donc on a vu 2 personnes, on a vu nos auditeurs, qui on a annoncé qu'on allait partir dans cette démarche et qu'on allait, on allait leur demander en fait une vérification de tout ce qu'on allait collecter. On s'est fait accompagner aussi, et on a vu en fait dans les 2 entretiens, le premier avec Deloitte et puis le deuxième en fait avec EY et Nicolas qui est là, qu'ils nous écoutaient gentiment. Et puis quand à la fin, ils nous demandaient toujours la dernière petite question, c'est est-ce que vous êtes plutôt parti pour core ou compréhensive, et qu'on leur disait compréhensive, donc là ils n'osaient pas nous dire, mais on voyait bien qu'ils étaient très sceptiques en fait, mesurant eux, je dirais, le challenge et la charge de travail que ça représente. Mais après, je dirais, une fois qu'on est parti, le sujet, c'est de monter la machine. Voilà. Le sujet, c'est de monter la machine, identifier les KPI qu'il faut rapporter, monter son network dans l'entreprise, ne rien oublier, avoir des gens qui collectent une information qui sera auditable. Voilà, c'est ça les sujets. D'avoir des gens qui, derrière les données qui remontent, faire des calculs qui, derrière, vont être validés par les auditeurs, et être capable, je dirais, de stocker systématiquement pour chaque KPI des preuves écrites. Voilà. Donc le sujet, c'est ça. Alors on l'appelle difficulté, on l'appelle challenge, mais je dirais, c'est ça le sujet. C'est monter la machine. Alors vous pouvez partir sur du core, si vous en voulez moins, ou du compréhensif, si vous partez sur très haut. Mais le sujet, c'est ça à la fin. Et à la fin, il faut bien mettre les choses en fait dans le rapport, comme c'était souligné, pour que quand ça passe au niveau du GRI, je dirais, on puisse lister et récupérer l'intégralité des KPI dans la table d'index. Voilà. Donc je dirais, c'est la machine. Ça veut dire qu'il faut avoir une entreprise qui est suffisamment mature et d'avoir en fait des gens qu'on peut en fait coordonner. Pour vous dire la vérité, nous, la coordination, c'est des calls, je dirais, en période de collecte toutes les semaines. Toutes les semaines, on fait un point avec tout le monde et on regarde s'il y a quelqu'un a des difficultés, s'il y a des choses qui ne remontent pas, pour apporter du support. Voilà. Donc je dirais, c'est ça la machine qui à la fin fait que vous pouvez en fait afficher en fait sa transparence au niveau des parties prenantes. J'ai toujours un micro spécifique ici, donc bon. Je n'emploierai pas le mot de difficulté vis-à-vis de GRI4, parce que ce qui est difficile, c'est pas de cocher des cases. On ne fait pas un reporting pour, en tout cas pas uniquement pour les agences, pour remplir les questionnaires des agences d'évaluation. On le fait en application d'une politique. Ce qui est difficile, c'est de changer de modèle, c'est de changer de paradigme, c'est de concevoir des immeubles dont la consommation énergétique doit être divisée par 10 depuis 2012 par rapport à ce qui préexistait auparavant, et de concevoir pour 2020 des immeubles qui seront cette fois-ci à énergie positive. Ça, c'est difficile. Et donc, quand on a la chance d'avoir des standards, quand on a la chance d'avoir des référentiels, évidemment, qui nous mettent face aux obstacles que l'on doit surmonter. Et parfois, on pourrait croire que c'est l'outil qui est difficile, mais non, ce qui est difficile, c'est ce que l'outil met en avant, met en lumière, en tout cas pour le processus de fond. Alors sur l'aspect de forme, comme vous disiez tout à l'heure, nous, on n'a pas pu jusqu'à présent se soumettre au materiality check parce qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que la manière dont le doc de ref est construit, on est une société cotée par rapport à des résultats qui doivent toujours sortir entre le 5 et le 10 février. Quand aussi avancé que ce soit, il y a encore beaucoup de travail, que le système de reporting extra-financier puisse être, on est toujours à la bourre, on a peu le temps de faire de l'analyse, et donc eux-mêmes, les commissaires aux comptes sont je dirais, à l'arrache pour arriver, parce qu'on s'est fixé un objectif d'avoir le maximum. Ça fait 3 ans qu'on a plus d'indicateurs pratiquement en assurance raisonnable qu'en assurance modérée, ce qui change complètement la donne. Donc tout ceci se fait non pas dans une panique, parce que ça reste organisé, ça reste maîtrisé, mais alors on n'a absolument pas le temps de mettre ce processus en place. Et dans le détail, c'est vrai que faire de nouvelles tables de concordance qui croisent les parties prenantes, l'analyse du cycle de vie, c'est compliqué, mais c'est le changement de modèle qui est compliqué. Et puis sur le point, mais j'ai vu d'ailleurs que vous aviez décidé de changer au début de l'été, la colonne effectivement un peu complexe de la vérification externe dont vous avez choisi de la rendre pas subsidiaire, mais d'en modifier, en tout cas de plus rendre le caractère impératif. Voilà. Mais bon, c'est pas la GRI qui est en soi compliquée, et on attend d'ailleurs
avec beaucoup d'impatience une G5 et une G6 qui nous font faire beaucoup de progrès. Donc vous nous direz, j'espère, quand est-ce que ceci va arriver. Merci Yves, je vous invite à garder le micro parce que la question suivante, vous pouvez démarrer pour dire mais quels sont les bénéfices que vous avez retirés de ce processus reporting en GRI G4 ? Les bénéfices, vous l'avez dit tout à l'heure, les uns et les autres, on l'a dit, c'est la structuration extrêmement forte, extrêmement marquée, puisqu'on part des enjeux. En face de chaque enjeu, on a un engagement. Pour un engagement, on se force. Alors, hiérarchiser les enjeux, il faut parfois faire le tri. Hein. On ne peut pas être complètement... il ne faut pas vouloir tout traiter. Il faut avoir des priorités. Et donc, il y a des engagements. Il y a des indicateurs clés. Trouver le bon indicateur clé, le bon indicateur métier. Alors, parfois, on est fier d'un... Je prends un exemple, je suis un peu paranoïaque sur la biodiversité, mais c'est le travail que je fais actuellement qui aussi justifie ça. Alors on pense qu'on a trouvé un excellent indicateur, on prend l'indicateur de la ville de Berlin, l'indicateur de biotope, qui considère que on regarde ce que l'on a reconstitué comme espace vert, mais un véritable espace vert avec une densité de substrat par rapport à la surface de la parcelle. On était très très content d'avoir cet indicateur, par exemple. Alors, premier atelier partie prenante, Guillaume Saint-Denis, qui anime la chaire de développement durable, Alix nous dit, mais mon pauvre ami, ça ne veut rien dire cet indicateur. Il faut que vous identifiez sur un site la typologie des espèces endémiques, des espèces qui étaient présentes, des écosystèmes qui étaient présents, et que vous voyez si ce que vous avez recréé est compatible, est homogène avec ça, si c'est cohérent, si vous n'avez pas d'espèces invasives, pas d'espèces allergènes. Voilà. Donc tout cet effort de structuration qui doit parfois, je prends juste cet exemple-là pour aller dans le détail, eh bien, il s'inscrit dans le référentiel, les indicateurs clés, les objectifs, les plans d'action, et pour tout le monde, des analystes qui évoluent énormément. On a eu des questions la semaine dernière à Londres sur la biodiversité, parce que c'est aussi très impactant. Le bâtiment, on a vu avec les événements du sud de la France, à quoi conduit une artificialisation des sols totalement dérégulée, parce que le changement climatique va nous donner des événements extrêmes, des objectifs, des indicateurs, des plans d'action. On a une structure, on a un fil conducteur. Est-ce que le fait qu'on ait mis en place ce type d'approche dans la certification des immeubles à la construction, dans la certification des immeubles à l'exploitation, probablement ça nous aide. Voilà. Et on est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bureaux, c'est essentiellement Paris et un petit peu de première couronne. Résidence étudiants et santé, ça c'est sur toute la France, mais on n'a pas une complexité non plus de marché, on n'est pas réellement en B2C, donc on est dans un problème probablement plus simple que les autres groupes qui viennent de s'exprimer. Prenez celui-là, il est très très bien. Ça va mieux ? Alors, on est des entreprises diversifiées, mais on a quand même un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de femmes sur cette première table ronde, donc forcément il y a un manque, vous nous excuserez de cette... Donc la question était relative aux bénéfices. Je dirais que j'ai mentionné l'alignement du management et des équipes, ça c'est un premier sujet. Le deuxième qu'on peut mentionner, c'est que nous on est dans un périmètre concurrentiel, donc on reçoit, je dirais, des appels d'offres sur lesquels on a, comme c'était dit en fait en introduction, de plus en plus de questions RSE. Et donc fondamentalement aujourd'hui on peut répondre en fait facilement en fait toutes ces questions. Mais je dirais pour moi le gros avantage c'est la couverture. Aujourd'hui, on englobe en fait un grand panel d'informations. On ne se l'est pas dit tout à l'heure, mais donc Worldline, je ne pense pas que vous soyez familier avec le nom. Pourtant, vous utilisez quasiment tous en fait nos services, que ce soit en fait au niveau de TF1 quand vous votez en fait pour The Voice, pour Miss France, etc. C'est nous qui traitons en fait tous ces votes. Quand vous utilisez votre carte bleue en fait dans les distributeurs, vous tapez votre code et vous retirez de l'argent, c'est aussi chez nous. Et vous pouvez aussi utiliser en fait les applications McDonald's sur lesquelles vous pouvez en fait commander et payer. Tout ça pour dire qu'en fait, quand je fais mon analyse de matérialité pour Worldline, les sujets qui sont importants, c'est la disponibilité de la plateforme, la sécurité, la protection de vos données. Et en fait, tous ces sujets-là, quand on a commencé en fait, en juillet 2014, ils n'étaient pas dans notre périmètre. On était, ce que je disais, sur les fleurs, la planète. On est une entreprise qui développe des solutions, donc les gens. Et en fait, l'approche et tout ce qu'en fait a été mené au cours de l'année a fait apparaître des sujets que vous avez mentionnés tout à l'heure, qui est, quand vous travaillez dans le paiement, vous ne pouvez pas faire de la fraude. Enfin, si demain votre carte elle est piratée, à cause de Worldline,
il y a un problème. Je dirais, c'est un peu l'effet Snowden. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise se doit de protéger vos données et de s'assurer que votre compte ne va pas être piraté, on ne va pas retrouver vos données dans la nature. De la même manière, le code of ethics chez Volkswagen, vous voyez qu'aujourd'hui, quelque part, il y a eu un défaut. Et donc, je dirais, l'avantage du GRI, c'est oui, je décrivais tout à l'heure la machine qui est extrêmement significative, lourde, mais qui doit être pertinente. On n'est pas dans cocher des cases. Ça doit être, comme on le disait tout à l'heure, côté Lagardère, lié en fait à l'entreprise. Mais c'est quelque chose qui vous offre en fait la couverture maximale. Et c'est pour ça que dans la matrice de matérialité, il y a des sujets importants que vous retrouvez en haut et des sujets que vous retrouvez en bas. Donc moi, je suis une entreprise IT, j'ai des data centers dans lesquels j'ai mes serveurs qui traitent aussi des votes des Français à l'étranger. Ça, c'est ma sécurité. Maintenant, j'ai aussi un impact climatique que je gère et je m'assure que mon data center qui est au-dessus d'une nappe phréatique, j'ai un processus de sécurité pour que mes groupes électrogènes qui contiennent du fuel ne se déversent pas dans la nappe phréatique. Voilà. Donc, l'avantage du GRI, c'est que fondamentalement, il balaye en fait l'intégralité de mes sujets. Et aujourd'hui, je garantis en fait que j'ai en fait une bonne couverture. Bon, je ne vais pas répéter la même chose, mais ça nous a donc permis une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence de notre discours vis-à-vis de l'externe, mais aussi, c'est très important pour nous, c'est vis-à-vis de l'interne, parce qu'on a un groupe implanté mondialement, on est présent dans 33 pays maintenant, et on a senti une meilleure appropriation par les équipes de notre politique RSE, de notre démarche, suite à l'analyse de matérialité, au déploiement de la nouvelle démarche. Par contre, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on sent qu'il y a quand même encore un échelon à embarquer. Et là, c'est le COMEX. Et l'analyse de matérialité est un bon début, puisqu'on a maintenant nos enjeux prioritaires. Mais maintenant, pour chacun de ces enjeux, notre objectif, c'est d'avoir des KPIs valorisés qui permettent vraiment de montrer, par exemple, plus un point d'engagement de nos collaborateurs, combien ça pourrait rapporter à l'entreprise, parce que finalement, ça reste, on n'est pas des bisounours, c'est le levier principal, c'est de quand même rapporter de l'argent. Donc voilà, analyse de matérialité, c'est un bon début, mais c'est pas une fin en soi. Le reporting intégré sera peut-être la solution. Comme mes confrères, une meilleure lisibilité, une meilleure structuration de la communication extra-financière, ça c'est indéniable. Un point qui n'a pas été soulevé, que moi j'apprécie particulièrement dans la G4, c'est la notion de DMA, qui permet vraiment de mettre en avant une approche, une démarche, et même si on n'a pas initié de KPIs, pour prouver qu'on suit vraiment ce qu'on fait à la trace, parce que parfois c'est pas évident, surtout dans le secteur des médias où c'est souvent très très quali et pas forcément mesurable en termes d'impact. Cette notion de DMA, elle permet vraiment de valoriser ce qu'on a fait en termes de stratégie, de déploiement en interne et de démarches qu'on met en place tout simplement au sein de nos activités. D'accord, merci pour ces retours. La dernière question que je vais vous poser, et probablement un certain nombre d'entre nous attendons la réponse, quel conseil vous pourriez donner à des primo-rapporteurs en G4 ? Voilà, avec le fruit de vos expériences, les conseils que vous pourriez donner. Là encore, je vais répéter ce que j'ai déjà dit au cours de mes premières interventions. Prendre en compte le contexte de l'entreprise, ça paraît évident, mais c'est quelque chose de fondamental. Bien s'approprier l'ensemble de on va dire, du jargon GRI avant de se lancer dans la démarche. Et puis, ce qui a déjà été dit aussi, il faut voir ça comme un moyen et pas comme une fin. La GRI, c'est vraiment on va dire, c'est une méthode pour essayer de faire avancer la démarche RSE au sein de son groupe, mais ça doit pas être, faut pas voir ça comme l'objectif final, c'est pas d'être GRI checked ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut se servir de ça comme d'un outil pour avancer. Il y a une méthode qui peut facilement être adaptable quand on ne sait pas trop par où commencer. Il y a une batterie d'indicateurs. Là encore, si on ne sait pas comment mesurer tel ou tel impact, autant prendre le GRI, puisque les indicateurs, ils font un peu foi, vu que quand même c'est issu quand même d'un groupe multipartite. Donc voilà, c'est vraiment un outil. Ça doit vraiment, on doit s'appuyer sur la GRI pour essayer de faire avancer la démarche, la crédibiliser et structurer et mieux organiser toute notre communication. Je ne vais pas répéter non plus, mais donc la GRI, pour les primo-rapporteurs, c'est vraiment une bible d'indicateurs.
c'est un peu générer des idées qu'on n'avait pas forcément, donc ça c'est vraiment très important. Mais là, le conseil, c'est au niveau du rapport, pour moi, c'est de vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'on devrait être en conformité avec les critères essentiels ou les critères exhaustifs, puisque on a vu, pour nous, l'expérience chez Bell, c'est que finalement on l'a fait, c'est bien, on fait partie des pionniers, mais on n'a pas vendu plus de vaches qui rient grâce à ça. Nos parties prenantes en interne et en externe ne savent pas forcément ce que c'est la GRI, et ça ne leur parle pas du tout, et quand on l'explique, ils pensent que c'est quelque chose de très technique et qui ne nous concerne que nous, là, ici. Donc c'est vraiment se poser la question du pourquoi avant de se lancer dans tout un processus qui est chronophage et qui est très, très utile, mais voilà. Pour moi, donc en fait, je dirais ce pourquoi en fait on est nous arrivés en fait à ce résultat-là, c'est qu'en fait en juillet 2014, quand on m'a dit Sébastien, il faudrait que tu t'occupes en fait de la RSE, on m'a dit et voilà l'objectif c'est ça, je suis le PDG de la société, et moi je te demande de le faire. Et je dirais à partir de là, tout est facile quoi. Enfin, oui, bon, il y a du travail, mais je dirais après on déroule quoi. On dirait step 1, il faut monter en fait le PDG sur la problématique de matérialité. Qu'est-ce que c'est la matérialité, hein. Donc nous on a été concret. J'ai fait une première passe, on m'a dit mais de quoi ça parle ton truc, voilà. Et là j'ai dit donc on va faire une deuxième passe. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait les matrices de matérialité d'Airbus, de EY, de Novartis. Et j'ai dit voilà comment ça se passe dans le secteur. Et là ça crée une lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez embarquer le président en fait dans l'affaire, il dit je comprends c'est quoi la RSE, je comprends tous les domaines, ok, et maintenant on y va. Et là je dirais vous pouvez commencer à travailler, vous pouvez juste commencer à travailler, parce que derrière la machine que je décrivais tout à l'heure en fait, elle veut juste dire que vous faites travailler les gens des HR qui sont juste pas dans vos équipes, vous faites travailler les gens des opérations qui sont juste pas dans vos équipes, etc., etc. Donc à la fin en fait, vous êtes celui qui a l'équipe la plus petite, hein, parce qu'on fait ça avec une équipe de 2 personnes et demie, mais vous avez un réseau de 100 personnes. Bon, donc sans l'apport du PDG, etc., les gens des HR, ils vont tous vous expliquer qu'ils sont juste payés à faire autre chose et qu'ils ont juste d'autres priorités. Donc c'est là, je dirais, où vous avez un blocage, parce qu'en fait, le GRI peut être consommateur en fonction du niveau sur lequel vous engagez. Si vous n'avez pas un minimum de support au niveau du président, c'est juste quelque chose qui va vous consommer en fait énormément de temps. Donc je dirais, mon conseil, c'est la matérialité, 2, au niveau du président, et 2, une validation. Parce que derrière, je dirais, ce que vous avez besoin de mettre comme énergie dans l'organisation, dans les processus, dans le processus de collecte, vous ne pouvez pas passer de temps, je dirais, à vous battre avec des gens qui sont disponibles ou pas disponibles, qui ont compris les KPI ou qui ne veulent pas les comprendre, et puis avoir derrière des chiffres qui vont remonter côté auditeur qui ne seront pas validés. Voilà, donc la machine est suffisamment structurante et délivre en fait toute sa valeur, je dirais, ensuite, mais il vous faut, je dirais, ce premier point d'accroche qui est est-ce que ma matrice de matérialité elle est validée par le président? Est-ce que le président valide en fait ma démarche? Et dans ce cas-là, je peux m'engager dans ça. Et ensuite, je peux avoir des gains quand je vais en présenter, je dirais, les résultats au sein de l'entreprise. Presque toutes les pièces du puzzle là, ont été déjà citées par les uns et par les autres. Si je remets ça en forme dans notre propre contexte, premier point, au sein de Gecina, la RSE, ce n'est pas une fonction, c'est un projet de transformation. Moi, je pilote ce projet, je suis dans l'entreprise depuis 23 ans, j'ai supervisé un certain nombre de fonctions. J'ai la chance d'être au comité exécutif des 7 membres, donc la RSE est directement rattachée au directeur général. Le président est d'ailleurs un sponsor particulièrement éclairé et bienveillant, et donc j'ai la chance au sein de ce comité exécutif, j'y ai représenté d'autres fonctions auparavant, mais j'ai la chance d'avoir une prise directe avec chacun des acteurs. Et la GRI, c'est un outil qui est au service de cette transformation. Vous avez dit tout à l'heure d'aller voir à l'extérieur, c'est très important. Je le disais tout à l'heure, Fabrice Bonifay nous a fait l'amitié, le patron du développement durable et d'autres fonctions, d'ailleurs, hygiène, sécurité, au sein du groupe Bouygues, nous a fait l'amitié de venir participer à un de nos séminaires il y a 7 ou 8 ans maintenant,
c'est important de voir comment un acteur avec lequel on travaille par ailleurs nous témoigne et nous fait bénéficier du grand en avance d'ailleurs qu'avait Bouygues à ce moment-là, d'aller se confronter sur ce qui se fait dans d'autres pays. Et la GRI, finalement, regroupe tout ça. Parce que, en tout cas pour nous, dans notre secteur d'activité, quand on voit que British Land en Angleterre, Stockland en Australie, Unibail en France applique le même référentiel, eh bien c'est un cadre. Le point important au sein du comité exécutif, c'est d'avoir les meilleurs contacts, la meilleure empathie possible avec la direction financière qui peut avoir certains freins. Alors c'est d'ailleurs pas facile de travailler sur l'extra-financier, parfois plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. Et quand on explique qu'il va falloir monétiser tout ça, c'est un système de pensée qui doit évoluer. Mais je pense qu'on en parlera dans la deuxième table ronde. Donc évidemment embarquer la direction générale, mais c'est elle qui doit être le lead. Et puis ne pas oublier l'ensemble des directions, en particulier la direction financière qui doit s'intéresser très tôt à la partie du reporting extra-financier, à la partie de la communication qui est extra-financière avant qu'effectivement le pensée intégré, décliné dans le rapport intégré fasse que dans quelques années, tout ceci aille de soi. D'accord. Merci à vous quatre pour ces témoignages. Je voulais juste compléter quelque chose que je n'ai pas mentionné. Oui. J'ai parlé du président, j'ai juste pas parlé en fait de la gouvernance. Oui. Tous les managers de l'entreprise en fait ne pouvaient toucher leur stock option que si on était cette année en fait GRI Core. Voilà. Juste, j'ai oublié de le dire. Voilà. Oui, mais c'est le petit détail. Bon, alors on a fait et donc on s'était dit Core cette année, compréhensible l'année prochaine. Donc là, on a fait dès la première année, mais voilà, le président, la gouvernance, donc et les systèmes de rémunération variable, ça c'est voilà, c'est ça, c'est-à-dire que il faut je dirais, on est cohérent jusqu'au bout. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait juste en une minute, j'ai fait un peu un roadshow avec les investisseurs spécifiques ISR, sur lequel on peut voir que la maturité des uns et des autres est quand même très variable, mais on ne coupe pas fondamentalement aux 5-6 questions, voire 10 questions en fait, sur la gouvernance. C'est qui s'occupe du CSR, où est-ce qu'il est positionné dans l'entreprise, est-ce qu'il fait partie du comité de direction, est-ce qu'il y a régulièrement en fait, les sujets CSR une fois par trimestre qui sont abordés. Voilà, enfin ça, maintenant, ça revient. Si vous lisez en fait les notes de l'autorité des marchés financiers, c'est des recommandations. Le step d'après, c'est est-ce que vous avez au sein de votre conseil d'administration quelqu'un qui s'occupe du CSR, et est-ce que vous avez un comité CSR au niveau du comité du conseil d'administration. Voilà. Aujourd'hui, donc nous, on n'a pas ces deux steps-là, je dirais, mais tout ça, c'est des choses, je dirais, qui facilitent en fait la maturité du sujet et la mise en place, je dirais, d'un format de reporting type GRI. Parfait. Merci à vous quatre pour ces témoignages. On voit à quel point la GRI est un exercice structurant dans les entreprises. On l'a vu avec ses difficultés, avec quelquefois des adaptations qui sont faites à la marge. C'est un processus, on l'a vu, très itératif, avec des évolutions qui sont attendues. Et je crois que Juliette va nous faire part des évolutions de la GRI immédiatement. Merci. Merci à vous tous.